Nous sommes le 8 juillet 2014 et le monde du football assiste ce jour-là à un choc historique. L'Allemagne écrase le Brésil chez lui 7-1 et personne n'était vraiment préparé à ça. Mais derrière ce score incroyable, il y avait quelque chose de bien plus fascinant. Une intelligence tactique redoutable, trop souvent oubliée dans les récits du match. Alors aujourd'hui, on va analyser les 3 points tactiques essentiels de ce festival allemand et voir comment ce match mythique a influencé le football moderne. La première clé derrière cette victoire allemande, c'est la verticalité. En 2014, la tactique qui dominait le football, c'était le tiki-taka à l'espagnol. Mais les Allemands, eux, vont utiliser une autre stratégie. Plus verticale, froide et surtout ultra réaliste. D'ailleurs, les stats du match contre le Brésil sont paradoxales. Une possession équilibrée, plus de tirs et même plus de corners pour les Auriverdés. Mais la Mannschaft avait un plan précis. Se projeter rapidement vers l'avant dès la récupération et chaque perte de balle était alors un danger majeur pour le Brésil. Et ses intentions de jeu, on les a vues dès le début du match. Ici, juste après la récupération, Khedira reçoit le ballon dos au jeu et ses 2 solutions de passe naturelles sont vers l'arrière, mais l'ancien joueur du Real va au contraire se retourner et avancer, puis il voit le très bon appel de Müller qu'il lance en profondeur. Ses autres coéquipiers suivent le mouvement puisqu'on retrouve pas moins de 5 joueurs allemands aux abords de la surface brésilienne, et Müller peut envoyer un très bon centre à Özil qui va se retrouver seul dans la surface dans une très bonne position. Sur cette autre action, Marcelo est très bien pressé par Khedira qui récupère le ballon. Même si le milieu a tout le terrain à remonter, il se projette quand même vers l'avant. Il n'y a que Klose devant lui, mais c'est pas grave. Khedira et Müller vont quand même jouer le coup à fond, même s'ils sont un petit peu aidés par la défense brésilienne sur ce coup. Khedira ne peut obtenir mieux qu'un corner, mais celui-ci s'avérera décisif puisqu'il conduira à l'ouverture du score allemande. Ce triomphe allemand conjugué à l'élimination précoce de l'Espagne marque un tournant symbolique dans l'histoire du foot moderne, car il met fin à la domination du tiki-taka et ouvre une transition vers justement un jeu de transition essentiel, qu'on va retrouver par exemple chez le Liverpool de Klopp, le Chelsea de Tuchel, mais aussi chez d'autres équipes basées sur le jeu de position, comme le Bayern de Vincent Kompany ou même le City de Guardiola, qui a dû mettre de l'eau dans son vin pour gagner la Ligue des Champions en 2023. Une autre stratégie majeure de cette masterclass de Joachim Löw, c'est l'utilisation des demi-espaces. Comme vous l'avez sans doute remarqué, la compo de l'Allemagne ce jour-là ne comportait aucun ailier de métier et 5 milieux axiaux. Et ce système a permis aux futurs champions du monde d'exploiter à fond les demi-espaces, car les mouvements et permutations incessantes des milieux dans ces zones ont rendu complètement fou la défense brésilienne qui ne savait plus où donner de la tête, ce qui a donné de nombreuses opportunités aux Allemands. Sur cette action, aucun Brésilien ne semble être vraiment sûr du joueur qui doit prendre au marquage, et Luis Gustavo décide de monter sur Müller, qui peut alors faire la passe à Kroos. Fernandinho manque son interception, ce qui profite au Raumdeuter qui peut faire un appel dans l'espace entre Marcelo et Dante. L'actuel joueur niçois est obligé de monter sur Kroos pour l'empêcher de frapper, mais celui-ci peut alors glisser dans l'intervalle à Müller qui va remettre à Klose d'une magnifique talonnade. Et le recordman de but en Coupe du Monde n'a plus qu'à conclure. Même principe sur le 3e but allemand. Ici, la défense brésilienne semble bien organisée avec 2 lignes de 4 compactes. Mais Özil, ailier gauche sur le papier, vient se balader dans le demi-espace droit, ce qui perturbe complètement les Auriverdés. L'ancien joueur d'Arsenal peut alors recevoir le ballon libre de tout marquage. Hulk monte timidement sur lui, ce qui libère de l'espace à Lahm qui peut être lancé en profondeur. Fernandinho et Dante doivent reculer pour couvrir un éventuel centre, ce qui profite alors à Kroos qui peut se projeter dans l'espace libre aux abords de la surface. Le ballon va lui revenir et il peut fusiller Julio César d'une reprise de volée du gauche. Si Guardiola a popularisé les demi-espaces dans le cadre du jeu de position, Joachim Löw a montré qu'il pouvait aussi être exploité dans un football plus direct. Une idée reprise ensuite par des équipes comme le Leipzig de Nagelsmann ou l'Inter d'Inzaghi. Le dernier point tactique essentiel de ce match, c'est le pressing. Mais attention, pas le pressing comme on l'entend, super haut et très agressif. Là, je parle d'un pressing structuré et opportuniste. Si l'Allemagne a débuté le match en 4-1-4-1, avec Klose en pointe haute, très vite c'est Khedira ou même Kroos qui déclenchait le pressing. Mais alors pourquoi une telle stratégie ? Tout simplement car Klose est assez lent.
Et s'il initie le pressing, les Brésiliens peuvent alors faire tourner le ballon plus facilement. Tandis que si Khedira initie le pressing, Klose peut couvrir la passe vers l'autre défenseur central, tandis que Khedira, en plus de presser le porteur, peut bloquer la ligne de passe vers le milieu derrière lui. Les Allemands peuvent alors verrouiller l'axe du terrain, rendant la construction du jeu plus difficile. Par exemple ici, les Allemands défendent dans leur 4-1-4-1 initial, mais quand Dante reçoit le ballon, ce n'est pas Klose mais bien Khedira qui vient le presser, tout en bloquant la ligne de passe vers Luis Gustavo, tandis que Klose bloque celle vers Maicon. Dante n'a pas de solution de passe évidente, donc il tente une longue ouverture qui sera interceptée par Ovedes. Mais si cette tactique était aussi diabolique, c'est parce qu'elle permettait d'appliquer directement le premier principe de Joachim Löw, la verticalité. Et chaque ballon récupéré haut était alors directement exploité par les Allemands. Et c'est d'ailleurs exactement comme ça qu'est venu leur 4e but. Ici, Khedira monte sur Dante et crosse sur Fernandinho, tandis que Klose reste lui un peu plus en retrait. Kroos vient subtiliser le ballon dans les pieds de Fernandinho et avec Khedira, il se retrouve déjà en 2 contre 3. Les deux compères vont alors s'amuser dans la défense brésilienne puis marquer un but qui sera fatal aux espoirs de tout un peuple. Aujourd'hui, cette idée de pressing initiée par les milieux est de plus en plus populaire, notamment chez les grandes équipes, comme on a pu le voir dans de précédentes vidéos avec Enzo Fernandez à Chelsea ou Arda Güler au Real Madrid. Alors bien sûr, Joachim Löw n'a rien inventé. Le jeu vertical et exploitation rapide des pertes de balles existaient déjà chez Arrigo Sacchi à la fin des années 80, avec son Milan ultra coordonné et sa défense agressive. Des demi-espaces, eux, étaient déjà utilisés par la grande équipe des Pays-Bas des années 70, même si le terme n'existait pas encore. Et le pressing structuré avec des milieux en position avancée, on le retrouvait déjà dans les équipes de Valéry Lobanovski au Dynamo Kiev ou avec l'URSS dans les années 80. Le technicien allemand n'a donc pas révolutionné le football, mais il a su réunir et moderniser ses idées dans un cadre collectif parfaitement maîtrisé, et c'est cette combinaison d'anciens principes et d'exécution moderne qui a donné naissance à l'une des équipes les plus marquantes et influentes de ce siècle. Le 7-1 restera pour beaucoup un choc historique et un traumatisme pour le Brésil. Mais sur le plan tactique, c'était surtout le point de bascule vers le football d'aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, pensez à liker, vous abonner et à regarder ma vidéo sur le Bayern, une autre équipe allemande que j'ai décortiquée. Pendant ce temps-là, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out.